Cet itinéraire pose vraiment une question. La question du pourquoi. Pourquoi tenter une ligne comme ça avec un vélo? Ça passe là. En fait, j'y étais allé à pied, et déjà à pied, je m'étais fait peur. Je m'étais clairement dit que c'était infaisable, trop poussé, trop extrême, trop expo, en fait trop stupide, hein, tout simplement. En plus, si tu tombes pas seulement cette falaise, hein, tu enchaînes la deuxième. Je sais vraiment pas pourquoi j'y suis retourné. Mais reprenons depuis le début. L'Arbizon, c'est un sommet que j'adore. Il est haut, il est raide, il est impressionnant, mais surtout il est direct, avec une voie normale qui est super intéressante à vélo, mais aussi en ski. Il a un côté similaire avec le pic du Midi, dans la mesure où il se détache vraiment de la chaîne des Pyrénées, et où on se dit en le voyant qu'un sommet de quasi 3000 mètres ne devrait pas se trouver à cet endroit-là. Mais en fait, plus que l'Arbizon lui-même, j'ai toujours été totalement fasciné par sa face nord. C'est un cirque sauvage, austère, vertical sur plus de 500 mètres, et qui contraste totalement avec toutes les collines du Piémont qui se trouvent en face. En fait, l'Arbizon, il dégage une sorte d'insolence, et je pense que c'est ce côté-là qui me plaît chez lui. Au total, si on compte son voisin, le Mont Faucon, qui est quasiment la même montagne en fait, hein, c'est le Mont Faucon, c'est juste un bout de son arête, j'ai totalisé au moins une quinzaine de sorties, à vélo, à ski, à pied, dans ce secteur-là. En fait, il ne manquait que la face nord. Quand on se trouve au sommet, on n'a clairement aucune envie d'aller dans cette face. En fait, juste se rapprocher de ce côté-là, c'est déjà totalement flippant. Mais je savais qu'il existait un itinéraire, une trace non marquée sur la carte qui remontait à l'intérieur du cirque par la face nord et qui débouchait sur une brèche, la brèche d'Auray, qui se trouve pile entre l'Arbizon et le Mont Faucon. Et en 2023, j'avais décidé d'aller faire une reco à pied dans ce secteur. Il vaut mieux se taper une petite reco à pied qu'un gros truc merdique, mais première bonne nouvelle, c'est que ce pierrier passe. Et moi, j'ai un fort pressentiment que ça va être bon. Comment dire, bah... C'est trop pousse au crime, quoi. J'ai vraiment flippé. Parce que le passage clé de cette descente, il est constitué par une vire. Cette vire, waouh, totalement surnaturelle. Des vires, il y en a partout en montagne, mais des comme ça, j'en ai jamais vu. C'est-à-dire que tout l'environnement est complètement pourri. Il y a des bouts de rochers qui se détachent de partout. La moindre surface un peu plane, elle est recouverte de petites pierrailles, de gravier ou de bouts de rochers détachés. Où que tu poses le pied, tu fais partir des cailloux qui dévalent dans la face en produisant des échos sinistres. Et il y a cette vire au milieu qui est parfaite, c'est-à-dire parfaitement rectiligne. On dirait qu'elle a été taillée par l'homme. Et ça donne une impression un peu étrange. Comme si elle ne devait pas se trouver là. Et par conséquent, ça donne surtout l'impression que bah, elle est faite pour être empruntée, quoi. À pied, j'ai pas du tout peur dans ce genre de terrain, normalement. Et là, j'ai flippé direct. Mais pourquoi j'ai flippé? Simplement parce que, en fait, je me suis d'un coup projeté au même endroit avec mon vélo. Et ce qui m'a fait peur, c'est qu'en fait, bah, c'était faisable. Mais à quel prix? Parce que, en fait, l'expo, elle est totale. Et à côté, c'est vertical, vertical, vertical. J'ai jamais imaginé une ligne aussi expo, en fait. C'est-à-dire que la moindre chute, bah, c'est fini, hein, on va pas se mentir. Et surtout, en fait, techniquement, c'est faisable, c'est passable à vélo. Enfin, pour moi, c'est pas du tout trop technique, quoi. Mais il y a un impondérable complet. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement la vire, elle est très étroite, elle fait une cinquantaine de centimètres de large, quand même. C'est très très étroit. C'est-à-dire que le guidon touche quasiment la paroi quand t'es dessus.
Et si le guidon touche côté gauche, ça veut dire que ça te déstabilise côté droit, côté du vide, et t'as pas la place de mettre un pied ou de t'arrêter proprement, donc si t'es déstabilisé, tu tombes. T'as pas le droit à la moindre erreur de placement, sans avoir le droit de poser le pied à terre une fois que t'es engagé dedans, quoi. Et à ça, faut rajouter 2 problématiques. C'est que la vire, en fait, elle est aussi très inclinée dans le sens de la descente, et en plus, elle est recouverte de pierrailles. En fait, c'est un pierrier, cette vire. C'est pas une belle vire propre, comme on voit dans les Dolomites, avec du bon rocher, bien plat, qu'on peut prendre en vélo en maîtrisant ses appuis. C'est faisable, ouais, mais quand tu mets bout à bout toutes ces problématiques-là, c'est juste... J'ai pas les mots, quoi. C'est juste faut avoir les couilles. En fait, il y a vraiment une part d'impondérable complet. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur pilote du monde, et je suis pas le meilleur pilote du monde, loin s'en faut. Tu peux pas garantir la réussite du passage à 100%. En voyant cette vire, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle a été taillée pour moi, quoi. Mais vraiment. La vire, elle est parfaite. Du coup, sur le moment, là, alors que j'étais à pied, en fait, je me suis donné quelques arguments factuels pour pas faire cette descente. Je me suis dit d'abord que c'était un peu con comme itinéraire, parce qu'il y avait des passages d'escalade avec le vélo, et que donc on pouvait pas l'enchaîner à 100%. Je me suis dit que le pierrier du dessous était vraiment merdique, et pas super fun. Là, c'est pas bon pour le vélo, ici, par contre. Je me suis dit que l'accès dans le vallon en bas était aussi très compliqué. C'est un vrai labyrinthe, t'as vu ? Et donc je me suis dit que ça faisait beaucoup d'arguments pour rayer cette ligne de ma liste de ride. Mais au fond de moi, je savais bien que cette ligne allait m'obséder et que j'allais y revenir un jour. Il a fallu attendre plus d'1 an pour que je me décide à y retourner. Finalement, j'y vais. Enfin, en fait, décider, c'est pas le bon mot. Je sais pas si ça vous le fait, mais il y a des jours où on se réveille, on est animé par une sorte de feu intérieur. Aujourd'hui, j'avais besoin d'envoyer un gros truc, et du coup, il y a des jours comme ça où tu as l'énergie, tu as la motivation, tu as l'inspiration. Ces jours-là, on a la sensation qu'on doit accomplir quelque chose, et où ton corps, c'est un bloc de motivation brute. Et ces jours-là, il faut en profiter. C'est pas des jours où il faut rester allongé devant Netflix. J'avais pas prévu d'aller faire cette ligne-là la veille. Hein. Et concrètement, les conditions n'étaient pas du tout réunies. J'étais pas ultra en forme, j'étais assez tard, la météo était pas bonne. Là, il pleut, là, dans la plaine. C'était pas prévu. Et cet après-midi, ils annoncent des orages à partir de 14h. 14h, c'est super tôt. Et donc, normalement, tu t'engages pas sur des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, ça va le faire. Au pire, je ferai demi-tour, tant pis. Voilà, je suis parti. J'ai fait 3 choses extrêmement rares que je fais quasiment jamais. Et même que je dis de pas faire. La première chose, c'est que j'ai menti à Fanny sur ce que j'allais faire. Parce que, en fait, elle était venue avec moi sur la reco et elle m'avait défendu de faire cette ligne-là. Elle m'a dit qu'elle voulait jamais me voir dedans. T'as mis une réserve ? Ouais. Moi aussi, je dépense une réserve. Et du coup, je savais que si je lui disais que j'allais y aller, elle allait flipper pendant toute la journée. Surtout que c'est un endroit où il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, donc et que j'allais y passer du temps, donc elle allait flipper pendant longtemps. Donc pour pas qu'elle ait peur, en fait je lui ai dit que j'allais dans ce secteur-là quand même, hein, parce que si jamais je revenais pas, il fallait qu'elle sache quand même où j'étais en montagne. Mais je lui ai pas dit où exactement, je lui ai dit que j'allais tenter peut-être une autre ligne du côté droit sur le Mont Faucon. Je sais, c'est pas bien de mentir, mais là c'était vraiment dans son intérêt à elle. La deuxième chose, c'est que j'ai pas proposé la sortie à mes coéquipiers, à aucun coéquipier. Quand il y a un tel degré de risque, j'ai pas envie de faire prendre des risques à un de mes potes. Il y a un moment, tu sais pas si la personne elle te suit parce qu'elle a confiance, enfin... Et j'avais pas envie de trahir cette sorte de confiance qu'on a entre coéquipiers en emmenant dans une galère de ce type, et surtout avec une expo aussi importante. L'autre critère, c'est que quand t'es tout seul, t'es beaucoup plus serein, alors que quand t'es à deux, surtout quand t'es un peu en position de guide, tu t'inquiètes vachement pour l'autre. Je trouve que tu gères moins bien l'aspect technique et l'aspect risque. Quand on est tout seul, on est vraiment en phase 100% avec la montagne, on va à son rythme. Ça me rend encore plus serein. On prend peut-être pas moins de risques, mais on les prend mieux. Et la troisième chose, alors là... Ça, c'est un truc que je fais vraiment jamais. Vous prenez ma vidéo sur que j'ai sorti récemment sur les équipements en montagne. Et j'ai respecté aucun des principes que j'ai donnés. En fait, j'ai quasiment pris aucun équipement de sécurité. J'ai juste pris les protections de base, casque, genouillère, coudière. Et le reste, rien. Pas de téléphone satellite, pas de trousse de survie, rien. J'ai pas non plus pris de doudoune ni de vêtements chauds. Alors, je m'explique.
J'ai pas fait ça parce que je suis une tête brûlée, au contraire, c'est très très rationnel. Si je me viande, je suis mort là. Donc ça simplifie le matos qu'on est censé prendre. Par contre, plus j'ai de poids, plus je vais m'épuiser à monter, surtout sur ce genre de terrain, où je sais que trimballer le vélo sur des passages d'escalade, bah, il n'y a rien de plus fatigant au monde. Et si j'arrive à vous fatiguer, ça augmente les probabilités de tomber. Réduire le poids de quasiment 1 kg en prenant quasiment pas de matos de sécurité, bah, c'était pour moi un facteur de sécurité, paradoxalement. Bon, après, bien sûr, certains vont argumenter que bah, dans ce cas-là, qui t'a poussé dans cette démarche, bah, j'avais qu'à pas prendre le matériel vidéo non plus, hein, il est encore moins utile. Et ils auront raison, mais bon, on est tous faits de contradictions. Et puis le matériel vidéo, je l'ai vraiment réduit aussi au simple minimum. Hein. À partir du lac d'Arroux, d'un coup, ça devient beaucoup plus sauvage, parce que je prends en direct le vallon de gauche, qui ne mène nulle part. Ici, je vais pas croiser une seule personne de la journée. Alors qu'on est entre le 15 juillet et le 15 août, quoi. Dès qu'on a passé les premiers gradins d'alpage... J'ai passé le premier aiguillon. On est encore dans la montagne à vache. L'ambiance, elle devient d'un coup ultra impressionnante. On sort du Piémont. Et on rentre dans la vraie montagne. Et on a cette face, cette muraille qui nous barre la route et on sait qu'on va dedans. Il est ultra impressionnant ce cirque. Dès le début, en fait, on a l'adrénaline, quoi. La GoPro s'est aplatie, mais en vrai... Donc nous, on va passer là. Il y a une probabilité non négligeable que je me dégonfle dedans. C'est un vrai labyrinthe. Il y a des trous partout, quoi. Rapidement, j'atteins le pierrier. Et à ce moment-là, j'ai fait qu'une seule pause, juste pour recharger en eau. Objectif 0 pause. Je me sens super en forme. Dernier espace de verre avant la violence. Par contre, ce pierrier, j'en ai vu des pierriers merdiques hein, dans ma vie, mais des merdiques comme ça. Même Mariano, alors certains le connaissent peut-être, mais c'est un célèbre blogueur qui a décrit des centaines et des centaines d'itinéraires dans les Pyrénées. Même Mariano, en fait, il décrit ce pierrier comme ça, exactement. C'est le plus chiant que j'ai jamais monté depuis que je fais de la montagne. Et bah, je suis pas loin de le rejoindre sur le sujet. Il combine tous les facteurs foireux. Soit tu es sur des zones de gravillon fin sur lesquelles tu n'as aucun grip et où tu dérapes, et tu peux vraiment pas tenir, même debout à pied, c'est compliqué. Soit, en fait, il est constitué de pierres qui sont trop grosses, pas assez grosses pour faire un beau pierrier stable, mais juste la taille parfaite pour qu'à chaque appui, en fait, tu as les pierres qui grippent, qui se déstabilisent, qui roulent, qui te défoncent le tendon d'Achille ou le tibia, et que, en fait, tu te blesses à chaque pas, quoi. Sachant que pour descendre en vélo, c'est aussi atroce, parce que dans les deux cas, t'as un cas où tu t'arrêtes pas, et un cas où ton vélo est éjecté n'importe comment. C'est limite, mais... Ça passe en vélo. C'est la taille limite, là. Mais ça passe. Même si, on va se le dire, descendre dans ce genre d'endroit, là, c'est pas plaisant du tout, du tout. T'es en mode survie sur le vélo, point barre, quoi. Ah, ça y est, mon petit vélo est dans son milieu naturel. Il se sent bien. Ah, c'est vrai que les choses sérieuses vont bientôt commencer. Hein. La descente devient plus chaude là. En fait, ce coin est très propice au vélo de montagne, comme on peut le voir. J'arrive en haut du pierrier. Ça a l'air impossible d'ici. À ce moment, j'ai déjà fait quand même 1000 mètres de dénivelé. J'ai rangé les écouteurs parce qu'à partir de maintenant, c'est du sérieux. Là, faut être alerte. Faut être en phase avec la montagne. Et notamment sur les chutes de pierre. C'est aussi pour ça que j'ai mis le casque. Parce que là, ça parpille quand même. Plus haut, on entre vraiment dans le milieu vertical. Donc je vais rouler au-dessus de ça. Voilà, sur la vire ultra étroite. Ici, je dévisse. 150 mètres à vue de nez. En vrai, il y a deux rides dans cette sortie. Il y a la descente, évidemment, mais la montée, là, ça compte. On va camper là. En fait, je sais même pas ce qui requiert le plus de compétences, si c'est la descente ou si c'est monter ce genre de passage avec un vélo sur le dos. Parce que c'est juste extrêmement délicat.
l'escalade en VTT, c'est quand même super compliqué. C'est un exercice à part entière. Il faut monter avec une proprioception qui est complètement décentrée. La proprioception, c'est la capacité de ton cerveau à percevoir ton corps dans l'espace. En l'occurrence, mon cerveau, il doit considérer que je suis alourdi de à peu près 25 kg, que mon centre de gravité, il est plus du tout vers les hanches, mais qu'il est quasiment au niveau de la nuque. En plus, j'ai un encombrement de quasiment 1 mètre de chaque côté, et fonction de comment tu te places, ton centre de gravité, il se balade d'un côté, de l'autre, en arrière. C'est juste un défi d'équilibre. Et on a peur de perdre de vélo aussi, accessoirement. Faut avoir en tête que monter, c'est pas tout. Faut que je puisse descendre. Avec le vélo sur... Enfin, en l'occurrence ici, sur les épaules, à cet endroit-là. Normalement, un passage comme ça, effectivement, pour un bon montagnard, tu peux le grimper sans quasiment toucher le rocher. Mais avec le vélo en plus, c'est pas question, quoi. T'es obligé de t'accrocher d'une manière ou d'une autre, quand même, à des moments. Et dans ce cas-là, ça veut dire que t'as qu'une seule main, t'as l'autre main qui tient le vélo. Et en fait, le moindre mouvement basique d'escalade devient ultra délicat. C'est extrêmement physique, en vrai. Parce qu'on est en déséquilibre constant. Parfois, on est même obligé de poser le vélo dans la paroi, et en fait, on doit gérer à la fois ses propres appuis et les appuis du vélo. C'est vraiment fin. Parce qu'en fait, une section comme ça, objectivement, c'est du 2 en escalade, c'est vraiment pas grand-chose. Mais le vélo sur le dos, ça génère des problématiques de placement qui sont dignes du grade 6, en fait. Et franchement, c'est marrant. Là, c'est le grand plongeon. Là. Quand j'atteins enfin la vire, étonnamment, je ressens aucun stress à ce moment. Je suis ultra serein. Ce qui est pas logique, parce que quand j'étais en reco à pied, je flippais. Et là, avec le vélo sur le dos, je sais pas, j'étais zen. Le pouvoir du cerveau, c'est vraiment incroyable, parce que là, c'est qu'une question de mental. Le problème, en fait, c'est que cette vire, non seulement elle est exposée, c'est une évidence, mais elle est très raide. Puis pour s'arrêter dessus, c'est extrêmement dur, parce que avoir le guidon qui touche, et on peut pas s'arrêter des côtés du vide, enfin on va descendre de vélo. C'est extrêmement impressionnant. Donc je monte la vire, je la nettoie un peu au passage, environ les blocs les plus foireux, mais je reste pas là à traîner, parce que je sais qu'il me reste beaucoup. Puis après, les expos s'arrêtent pas parce que c'est un peu plus arrondi, mais ça va quand même dans les falaises encore plus hautes en fait. La vire, elle continue de façon un peu plus imprécise à travers la paroi, et à la fin, on arrive à une sorte de goulet vertical qui débouche sous la brèche. Et lors de la reco, je m'étais arrêté là, parce que pour moi, j'avais juste visualisé le truc, je m'étais dit, oh, bon, c'est un peu raide, mais ça passe. Ouais, ah, c'est bon, tranquille. Et en fait, le passage le pire, c'était celui-là. C'est explosé. La première partie d'escalade, elle était quand même assez propre, parce que, voilà, elle était en bon rocher, il n'y avait pas trop de trucs glissants. Là, c'est l'inverse. Il y a des bouts de cailloux, de la caillasse, des graviers partout, sur la moindre replat, sur la moindre surface. Tu peux prendre aucun appui
propre. En fait, c'est juste terrifiant, parce que derrière, bah, t'as la falaise de 150 mètres qui t'attend, quoi. C'est pas ouf, ça. La règle de base dans ce genre de situation, c'est de rester vraiment ultra posé, de calmer sa respiration en toutes circonstances, et chaque mouvement doit être anticipé, réfléchi, calculé. Il faut rien faire à l'arrache, parce que si tu commences à faire un peu n'importe quoi, tout de suite ça merde, et avec le vélo derrière, ça peut merder beaucoup plus que tu ne le crois. À ce moment, j'ai quand même un sérieux doute pour la descente avec le vélo sur le dos. Parce que monter, c'est quand même beaucoup plus facile. Je pensais déboucher assez tranquillement sur la crête. En fait, non, la brèche, elle se situe à l'extrémité d'une vraie cheminée, d'un passage ultra étroit et extrêmement raide. Et il n'était pas en visibilité du dessous, parce qu'il part sur la gauche comme ça. Et quand je me retrouve en tout et que je vois par où je dois passer... J'avais pas prévu que ce soit si étroit. Je sais pas comment je vais faire pour glisser le vélo là-dedans. En 25 ans de vélo de montagne, j'ai jamais dû faire face à une situation pareille. C'est-à-dire que là, je sais même pas comment monter. Ah désolé vélo là, j'ai abîmé la peinture mais j'ai pas le choix. En fait, tous les gestes que je fais sur cette cheminée d'une dizaine de mètres, bah, c'est des gestes que j'ai jamais fait en montagne. Alors là, je mets le vélo n'importe comment, je le pousse, je le tire, je le porte, je me mets en opposition sur les parois, je le fais racler, enfin n'importe quoi. C'est extrêmement raide en vrai. Je tiens un peu le vélo. Ah, c'est stylé. Je finis quand même par sortir à Brèche-Dorey, sauf que là, je me suis tué. C'est-à-dire qu'en une vingtaine de mètres, depuis le début du goulet, j'ai dépensé autant d'énergie que les 1000 mètres d'avant. Et c'est pas une exagération. Ça, c'est de la brèche. Là, à ce moment-là, je transpire de partout, je suis en hypo, j'ai envie de gerber. Je me sens vraiment pas bien. On redescend par là. Et l'autre problématique, qui est certainement la plus grave, on était en plein milieu de l'été, là, au tout début août, quand il a fait ultra chaud. J'ai été surpris par ma consommation d'eau. D'habitude, je bois beaucoup moins. Mais la chaleur, plus les efforts d'escalade avec le vélo combiné, ça a fait que j'ai beaucoup plus transpiré, j'ai beaucoup plus bu. Il doit me rester à peu près 400 ml quand je suis sorti sur l'arête. Donc autant dire, plus rien, quoi. Sauf que c'est pas fini du tout, hein. Le sommeil, il est encore très loin. Tout là-haut, là, la pointe, là. Mais bon, maintenant que je suis là,
Je me dis, bah c'est trop con, je vais pas faire demi-tour à cet endroit-là alors que j'ai fait le plus dur, je vais pousser jusqu'au sommet. Mais objectivement, dans mon état physique, c'était vraiment une connerie de le faire. Une demi-heure, j'ai envie de gerber. À ce moment-là, je rejoins la voie normale de l'Arbizon, enfin la fin de la voie normale de l'Arbizon, la partie sommitale. Donc je commence à croiser quelques randonneurs qui comprennent pas d'où je suis sorti parce qu'ils m'ont croisé à aucun autre moment. Et là, je m'aperçois que c'est pas que je suis fatigué, là, c'est que je suis à bout, quoi. Je crois que la seule fois où j'en ai chié autant, c'était au Chili, à 6000 mètres. Je devais presque m'arrêter à chaque pas, quoi. Et en plus, j'étais très tard, là. Il allait bientôt être 15h. Mon coup de chance, par contre, c'est que la météo ne s'était pas dégradée du tout. Il n'y avait pas d'orage qui était en train de se former. Donc ça, c'était bon. Par contre, j'étais quand même super tard. Et en fait, je vois descendre la dernière personne de la journée du sommet. Et là, je fais quelque chose que j'ai jamais fait en montagne. C'est n'importe quoi. C'est même pas correct, en fait. Ça faisait un moment que j'y pensais, mais j'ai pas osé le faire auprès des autres randonneurs qui descendaient. Je suis à 2 à l'heure en crise d'hypo. Il faut que j'arrive à faire la descente. Mais lui, en fait, j'ai osé parce que, bon, c'est la dernière personne, mais surtout qu'en fait, il avait un très gros sac par rapport aux autres. Il n'était pas en mode trail avec une petite gourde, un truc comme ça. Et donc, je me suis dit, lui, il a du matos. Et du coup, je l'ai arrêté, il avait l'air sympa. Et je lui ai demandé s'il n'avait pas de l'eau en rab à me filer, quoi. Ça se fait pas de faire ça en montagne, ça se fait clairement pas, parce que l'eau c'est un facteur de sécurité, tu demandes pas à quelqu'un que tu connais pas de réduire ses chances en cas de problème pour t'augmenter les tiennes. Mais du coup je lui ai dit vraiment de façon, je lui ai dit, si vraiment vous avez trop d'eau, si jamais vous êtes sûr d'en avoir vraiment assez pour la descente, bah je serais pas contre que vous m'en filiez un petit peu, tu vois. Et là le gars il me dit tout de suite, bah pas de problème, j'ai encore plus de 2,5 litres. Et alors effectivement, engager la descente avec 2,5 litres, là il était très très large. Et donc du coup j'ai dit bon bah ok, c'est vraiment sympa quoi. C'est lui qui a sauvé la sortie, hein. En fait j'ai mis plus de 5 heures à monter et il me restait toute la descente à faire. Et l'énergie principale à déployer, elle est la descente. Et là j'étais déjà en train de gerber quoi. Je sais pas comment il s'appelle, mais je le remercierai jamais assez. Du coup, alors que je finis la montée, là j'ai un énorme soulagement qui arrive en moi, c'est-à-dire que je sais que j'ai tous les bons facteurs pour pouvoir réussir à descendre. J'ai toujours envie de gerber, mais j'ai la gerbe joyeuse quoi. Là. Le départ de l'Arbizon est ultra technique en vrai. Ah ça y est, j'ai vraiment cru que j'y arrivais. C'est grave, j'ai dit ça. Voici le lac d'où je viens ce matin. Donc je reste vraiment peu de temps au sommet, hein. Même pas 10 minutes, juste le temps de me reposer le minimum, de dormir 2-3 minutes et puis de me préparer. Ah, de ma vie, j'ai jamais appréhendé une descente autant que celle-là. Il y a tout qui est ultra compliqué. Ce qu'il y a de rigolo à ce moment-là, c'est que l'Arbizon en soi, c'est déjà un aboutissement de vélo de montagne. La partie sommitale d'ailleurs, elle est quand même bien technique, elle est raide, elle est assez exposée. Et en fait, alors que je suis en train de me préparer et que je vais bientôt partir, je regarde la face là et puis je me dis bon bah c'est cool, on commence par la partie facile, ça permet d'attaquer en douceur. Et là d'un coup je percute que je suis en déphasage complet avec ce que je fais d'habitude. Avec du recul en fait c'est totalement jouissif d'avoir eu cette pensée là à cet endroit là quoi. Allez, on y va. Concentration. Ça glisse à mort. Alors la voie normale de l'Arbizon, outre l'aspect technique lié à la pente et à une exposition qui est quand même assez constante, le vrai problème c'est pas celui-là, c'est un problème qu'on voit pas. C'est qu'il y a une sorte de terre spéciale sur cette montagne, c'est quasiment de la poussière, c'est toujours une terre ultra fine et ultra sèche, et qui fait que tu peux prendre aucun appui. Ça dérape de partout. Donc le moindre no-turn, c'est ultra délicat. Donc c'est super intéressant en termes de subtilité comme terrain, mais par contre c'est un peu frustrant, parce qu'on a toujours l'impression de piloter à 50% de ce qu'on pourrait faire. C'est une économisme.
Ouh là là, ça glisse. Ça glisse à mort. Faut que je remonte. On descend par là. Je sais même pas comment j'ai réussi à monter ça, quoi, franchement. Je sais pas comment je vais essayer de monter. Arriver dans ce sens-là, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Ça donne une sensation de vertige, là, de gaz d'un coup. Le moindre dévissage là, c'est critique. Pour descendre, j'improvise vraiment de nouveaux mouvements, comme la technique de coinçage de pied sur un dièdre, en portant le vélo d'une main devant, enfin... C'est marrant, en le faisant, j'ai fait ce qui me semblait logique à chaque fois, mais en revoyant les images, je me dis, c'était un peu n'importe quoi. Et je finis enfin par me retrouver au démarrage de la vire. Et là, j'ai vraiment exactement la même sensation qu'en ski de pentraide. Quand tu te retrouves sur une face de montagne avec du vide un peu partout. Juste avant, t'es un peu crispé comme ça, et d'un coup, en fait, quand tu te poses, quand tu te prépares à partir, t'as l'adrénaline qui vient, et d'un coup, ça te rend serein, et tu visualises tout ce que tu vas faire, t'es dans une sorte... Alors, c'est pas ça l'état de flow, hein. L'état de flow, c'est autre chose. T'es vraiment dans une sorte de concentration totale et absolue, et tu sais que ça va bien se passer, parce que tu sais que tu vas faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et c'est ultra jouissif. Et donc à ce moment-là, je sors le drone. C'est le seul moment de la sortie où je sors le drone, d'ailleurs, pour rien vous cacher. Vu que j'étais totalement épuisé en fait à la montée déjà à cet endroit-là, j'avais laissé tout mon matos vidéo sous une pierre au niveau de la vire, pour pas avoir à me le trimballer jusqu'au sommet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plan drone du sommet d'ailleurs. J'avais vraiment envie d'avoir un plan de la vire de face, parce que c'est quand même ultra impressionnant. Mais il faut savoir que gérer le drone tout seul, ça double ton stress, quoi. Parce que dès que tu as un drone en l'air, et surtout quand tu dois le gérer tout seul, en fait tu as un chrono qui s'enclenche. Et la dernière chose dont tu as besoin sur un passage comme ça, c'est d'avoir un chrono. Et le drone, alors là, pour te sortir de ta concentration, c'est quand même royal, hein. C'est pour ça que je l'ai mis quasiment en position fixe. Je ne l'ai pas du tout mis en suivi auto, pour pas avoir à gérer les impondérables du suivi auto. Et j'ai aussi placé une GoPro à la sortie de la vire. Donc je me suis tapé un aller-retour quand même, juste pour que vous ayez ces images. Là, clairement, on est d'accord, ça pose une question. Mais vous avez compris que dans ce film, on va aborder toutes les questions éthiques, un peu du vélo de montagne, et du sens de cette pratique. Pourquoi chercher à filmer dans ce genre de circonstances? C'est clairement un risque. Alors beaucoup vont dire que c'est une question d'ego. Ils n'ont pas tort, hein, forcément, il y en a de l'ego. Il y a toujours une part d'ego à aller grimper une montagne. Sinon, tu restes au niveau du lac, c'est très beau au niveau du lac. Et bien sûr, quand tu filmes, il y en a qui vont dire, le but c'est de dire « Hey, regarde ce que j'ai fait, mec !» Mais c'est très loin de se réduire à cet aspect simpliste. Il y a vraiment aussi un aspect émotionnel. C'est-à-dire que les émotions qu'on ressent à ce moment-là, tous les montagnards le savent, hein, quelle que soit la pratique de la montagne qu'on a, les émotions qu'on ressent là-haut, elles sont puissantes. Et on a vraiment envie de les partager. On a envie de transmettre, d'essayer de faire ressentir ce qu'on a pu ressentir là-haut, et on ne peut jamais. Il y a une sorte de frustration à ça. Je pense que c'est assez bien décrit dans le film Into the Wild, avec le héros qui, juste avant de mourir dans son journal de bord, il écrit que le bonheur n'existe que s'il est partagé. Il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que c'est le même sorte de satisfaction que vous avez quand, vous savez, vous avez un film que vous adorez, et puis vous le montrez pour la première fois à une personne qui l'a jamais vu. Et bien, ça vous double votre satisfaction de voir le film. Pourquoi? C'est assez étrange comme sensation. Mais il y a un peu de ça, à ramener des images de ce qu'on a vécu en montagne, et de les transmettre. Je suis prêt à partir.
Cette sensation, elle est totalement grisante. Le vide est vraiment omniprésent, il est encore augmenté par le bruit des cailloux que tu fais immanquablement partir à cet endroit-là et que tu entends rebondir dans la paroi. Sachant qu'en fait, ce qui est flippant, c'est pas le bruit du caillou, c'est le silence. Le silence, parce que ce silence, c'est de la hauteur verticale. Bon là, faut pas se faire éjecter à droite. Ça a l'air ok, mais c'est pas ok. En vrai, c'est extrêmement exposé ça. Juste à droite, c'est ça les 200 mètres. C'est tellement impressionnant. À ce moment-là, même si c'est flippant bien sûr, je suis quand même totalement serein. Et en fait, faire ce constat, ça m'apaise parce que c'est vraiment une des conditions de réussite. Violent l'atterrissage. Quelle sensation de soulagement à ce moment-là. Mais par contre, il faut rester concentré parce que ça enchaîne méchamment. Et d'ailleurs, il y a même un endroit où j'ai failli partir avec le vélo. Et pourtant, c'était pas du tout au pire endroit. Comme quoi, des fois... Bien sauvage ce ballon. Je suis ultra concentré là, depuis le début. Laisse tomber. Sa mère.
Le vélo c'est quand même chiant, on va pas se mentir. Ah trop cool, il reste plus que bah, des trucs bien compliqués en fait. Hein. Et voilà. Tout à l'heure on était tout là-haut là, la pointe là. Quand j'arrive au niveau du pierrier, j'ai une sensation de libération, mais je comprends vite que la suite de la descente va être super compliquée. Et que là, pour le coup, j'ai pas du tout anticipé ça, j'étais tellement focus sur la partie de la vire, que je suis même pas préoccupé du pierrier. Et en vrai, c'est un des pierriers les plus compliqués que j'ai jamais eu à descendre. Comme j'ai dit pendant la montée, t'as des zones où tu peux pas freiner, où ton vélo ne fait que prendre de la vitesse. C'est trop une bande roulable sur la gauche là. Et tout ça pour atterrir dans d'autres zones de grosses pierrailles, où ton vélo est éjecté et tu peux pas vraiment le maîtriser. Quand même hostile ça. Tout ça sur une raider qui est vraiment une raider limite. Et il est quand même long, il est super long ce pierrier. Et à ce moment-là, je suis vidé, je suis mort quoi. Mon Dieu. Ah. Ah. Merci Protec. Ils sont bien les gants en fait. Super. Vraiment beaucoup trop glissant en fait. Là tu vois, là je suis à fond sur les freins et ça fait qu'accélérer. Et la fin, ça a été un véritable calvaire. J'ai pas beaucoup d'images parce qu'à ce moment, j'avais plus du tout l'énergie de filmer. Ah, faut que je me repose un peu. Au moment où ça devient plus facile, où j'arrive dans les alpages, j'avais dépensé toute l'eau, même que le mec m'avait donnée en haut. Et là, du coup, j'ai plus une goutte d'énergie. Même descendre normalement sur une pente d'herbe, j'y arrive à peine. J'ai totalement envie de gerber, j'ai plus aucune force dans les muscles, j'arrive à peine à tenir debout. Et dès que je me pose, en fait, je m'endors. Sur la suite de la descente, j'ai fait 4 ou 5 bouts de sieste, en fait. Et à ce moment-là, mon objectif, c'est vraiment d'atteindre le premier point d'eau. Et je finis enfin par atteindre ce mince filet d'eau là qui sort de la roche. J'avais plus d'eau depuis 2 heures. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes là. Ah. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien qui m'aurait fait plus plaisir dans la vie à ce moment-là. Ah, c'est bon là. Ah la délivrance. Ah, faut que j'attende une demi-heure maintenant. Ah, je vais me faire une sieste. Quand tu arrives au lac, il y a une sorte d'aspect jouissif, parce que bien sûr, à partir du lac, il y a pas mal de touristes.
les gens, bah, tu vois, qui comprennent pas d'où est-ce que tu arrives, quoi. Pour eux, en fait, c'est même pas concevable. Et toi, tu sais d'où tu viens. Et c'est marrant, quoi. Pour moi, ce film, il est vraiment important parce que c'est comme en mathématiques. Quand tu veux démontrer quelque chose, il faut le démontrer aux extrêmes. Et en fait, c'est un peu ça, parce que là, par rapport à la pratique du vélo de montagne, on est clairement à une limite, là. C'est-à-dire que faire un cran encore au-dessus, ça aurait vraiment plus de sens, parce qu'on quitterait le domaine du vélo. Là, déjà, on en est très éloigné, quand même. Mais paradoxalement, si je reboucle la totalité du dénivelé, bah, j'ai passé énormément de sections. Parce que la philosophie, l'éthique d'une descente comme ça, c'est quand même de faire le maximum sur le vélo. Et au final, bah en fait, j'en ai fait une très très grosse partie si je reboucle tout le dénivelé. Alors, les parties que j'ai pas faites sur le vélo, on va les lister très précisément. Il y a une petite portion sur la partie sommitale du pic de l'Arbizon, qui passe pas, sur environ 6 mètres. Ensuite, il y a la faille sous la Brèche d'Auray, là ça fait 20 mètres. Ensuite, il y a la sortie de la Vire, pour rejoindre le Pierrier, il y a à peu près 30 mètres. On va ajouter une vingtaine de mètres de passage de grosses pierres qui passaient pas dans le Pierrier. Et paradoxalement, le plus long passage que j'ai dû faire à pied dans cette ligne, c'est pas au plein milieu des falaises, c'est dans les alpages, parce qu'il y a quelques gradins très très raides de rhododendrons, enfin très foireux. Donc il y a une quarantaine de mètres qui passaient pas dans les alpages. Donc tu additionnes tout. Du D- que j'ai pas réalisé, il y en a à peu près 116 mètres. Le dénivelé total étant de 1412 mètres, en fait ça fait que 8%. Ça fait qu'en fait j'ai réalisé 92% de la ligne sur le vélo. Donc c'est quand même une descente à vélo. Alors 92%, faut savoir que c'est quand même faible par rapport à ce que je fais d'habitude. En règle générale, je suis quasiment toujours au-dessus des 95%. L'éthique de cette pratique sportive, c'est celle-ci. C'est d'essayer, allez, alors là, je fais 92, peut-être que quelqu'un de beaucoup plus fort arrivera à faire 93. Faire 100%, par contre, ce sera jamais possible. Du moins, pas sur cette ligne-là. Au début du film, je posais la question « Pourquoi ?» J'espère que tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai expliqué, ça répond en partie à cette question. Ça répond pas à la question intrinsèque, qui est un peu la question du sens de la vie, pourquoi on fait les choses. Chacun trouve des plaisirs différemment dans la vie, avec diverses activités. Mais je pense que vous pouvez comprendre le plaisir, la satisfaction et le sort de sensation d'accomplissement que je ressens quand je réalise ce genre de ligne. C'est une sensation qu'on trouve nulle part ailleurs et qui me fait tellement plaisir de vivre que je suis prêt à mettre ma vie dans la balance pour ça, en fait. Parce que si on vit pas pour des sensations aussi intenses, à quoi bon? Les moments qui sont importants d'une vie, les moments qui donnent du sens à ta vie, qui te donnent l'impression d'exister quelque part sur cette petite planète perdue dans l'univers, bah c'est ce genre de pic d'émotion. Donc j'espère que vous me comprenez un peu mieux, et j'espère que vous aussi, vous avez réussi à trouver vos pics d'émotion, qui vous donnent un sens à tout ça. Oh, c'est beau, il y a la mer de nuages. C'est vraiment une journée de ouf. C'est une des journées les plus ouf que j'ai fait en vélo, je crois.